Chapitre 34. Aïe! Ne soyez pas si douillet. Vous allez rencontrer le grand archange lui-même. Cet honneur vaut bien quelques minutes de souffrance. Une demoiselle de cour, trop maquillée, s'affairait à coiffer Lupin. Très exactement, elle tirait un à un les nœuds dans ses cheveux qu'elle arrachait partout. Lupin était engoncé dans un costume de cérémonie trop coloré, inconfortable et dont le col le grattait. La suivante dit en chuchotant: « Il se murmure qu'il veut faire de vous un héros. » Qui ça, il? La demoiselle eut un gloussement. « L'archange grand bonnet, vous allez devenir quelqu'un d'important. Avez-vous déjà une promise ? » Oui, en quelque sorte. Dommage, vous n'êtes pas vilain. Un peu jeune toutefois. Lupin rougit et déglutit. Pourquoi veulent-ils faire de moi un héros? Ça m'ennuie. Je souhaite juste retrouver quelqu'un, moi. Je perds mon temps. Est-ce toujours à cause du Behemoth? Pas seulement. L'archange veut donner un exemple aux survivants des réserves libérées qui, paraît-il, ne se montrent pas aussi heureux d'avoir été sauvés qu'on ne le pensait. C'est à croire, dit-on, qu'une corruption maléfique les aurait gagnés à force de côtoyer autant de créatures impies. Vous-même devez le savoir, vous avez grandi dans la réserve de la baronnie vampire. La vie n'y était pas si terrible. Des créatures démoniaques vous asservissaient? Mais rassurez-vous, l'Inquisition veille. Démoniaque? Pour ma part, j'en ai rencontré certaines avec lesquelles j'ai sympathisé et... Chut! Ne dites pas ça à voix haute, pauvre fou! Voulez-vous être tué avant même votre promotion? Tu es par qui? Les murs ont des oreilles. Les murs veulent ma peau? Que vous êtes sot! À l'avenir, tournez donc cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Et ne dites plus de bien de l'ennemi ou les espions de l'archange vous feront taire définitivement. Un échevin vint chercher Lupin à la hâte et grimaça en observant sa coiffure. Vous n'avez plus le temps, venez! L'homme le tira par le bras et le conduisit à travers un dédale de tentes, en s'efforçant de ne pas marcher dans la boue et les immondices. Cela se révéla peine perdue. La cour suivait le grand archange tout au long de la campagne militaire, mais des milliers d'hommes avaient déjà piétiné les terrains avant elle, ne laissant guère de place à de belles prairies. Les sols étaient particulièrement abîmés, aussi par les mécaniques complexes que Lupin avait aperçues, sans rien y comprendre. Des machines capables d'avancer toutes seules, mues mystérieusement, mais dont on lui avait assuré qu'aucune magie ne les faisait se déplacer. Ce monde était fou. Lupin regrettait la douce torpeur de sa vie dans la réserve. Son regard fut attiré par des points blancs qui volaient dans le ciel à une grande distance. On aurait dit des hommes dotés d'ailes. Il y en avait une petite centaine. L'échevin sentit sa résistance et le rabroua de sa distraction. Hâtez-vous! Si vous voulez venir admirer les 3 dernières escouades d'Angelo Kamikaze ainsi que le seul bataillon d'anges dont nous disposons encore, pas de problème, nous reviendrons après. L'archange a un emploi du temps serré. Dès demain, il doit être dans les marais des Longes Putrides pour accueillir le stratomancien. Comprenez-vous ce que cela implique? Non, bien sûr! Et ils repartirent de plus belle. Ils arrivèrent enfin devant le palais de campagne. C'était un bâtiment imposant de plusieurs étages, construit dans un matériau que Lupin ne connaissait pas. Ça avait la blancheur de l'ivoire, mais ça ressemblait à du bois. Les façades étaient richement sculptées, et des fenêtres aux verres colorés laissaient entrer la lumière. Surtout, le palais ne touchait pas le sol, il flottait à 20 pieds de l'herbe, comme posé sur un coussin d'une lueur diffuse. « De la magie !» se dit Lupin émerveillé. Ils gravirent les marches luminescentes et transparentes à la fois. Passé l'appréhension de départ, Lupin fut pris d'un léger vertige, en voyant au travers, sous lui. L'escalier n'était pas dur comme de la pierre, il amortissait ses pas. Malheureusement, il n'eut pas le temps d'en découvrir davantage sur cette magie. L'échevin l'entraînait toujours à sa suite. Ils entrèrent et gagnèrent une immense salle. De nombreux courtisans appartenant aux différentes races de l'Élysée attendaient dans un silence respectueux. Lupin reconnut des anges, des elfes, des fées, des gnomes, des géants, mais la majorité des autres espèces qui formaient cette coalition lui étaient inconnues. Certains peuples, au fond de la pièce, debout aux côtés de quelques rares humains, avaient même des accoutrements franchement exotiques. Tous étaient bien apprêtés. Lupin n'eut pas le temps de les détailler. On le planta au premier rang, entre 2 soldats richement parés, en lui ordonnant de ne pas même cligner des yeux. Docile, Lupin s'y essaya sans succès. Des trompettes sonnèrent dans la minute qui suivit. Une créature charismatique tout de blanc vêtue entra en marchant. Ses ailes, faites de plumes immaculées, étaient repliées.
Il portait une petite couronne de laurier d'or et une armure d'un métal étincelant. On aurait su dire à son visage s'il s'agissait d'un homme ou d'un elfidé. Les anges constituaient une espèce à part. Autour de celui-ci, une sorte d'aura de magie iridescente rayonnait dans un magnifique spectacle. Celui-ci était l'archange, en personne, une des 2 créatures les plus puissantes au monde. Il se plaça, en vue devant l'assemblée, et déploya ses ailes, s'élevant, majestueux, au-dessus des spectateurs. Noblesse de l'Élysée, je vous remercie de votre présence. La première partie de notre campagne touche à sa fin. Nous aurons bientôt libéré Europée et la victoire sur les forces des Tartares s'est révélée encore plus facile que nous ne l'avions imaginé. Je me rappelle que par le passé, certains d'entre vous ont exprimé des doutes. Que cela observe aujourd'hui où ma stratégie nous a menés. Notre victoire totale est désormais certaine. Europée ne sera pas le seul continent à tomber. Le monde sera nôtre à l'issue de cette longue guerre qui s'annonce, même s'il est certain que nos peuples essuieront de lourdes pertes. Quelques-uns des nobles présents dans la salle remuèrent mal à l'aise. Auparavant, les guerres prenaient du temps. On faisait la conquête d'un territoire tout en pillant le nécessaire permettant à l'armée de prolonger sa subsistance. Et on avançait le plus loin possible, forçant les bêtes de trait jusqu'à la mort et jusqu'à ce que les vivres s'épuisent. Les armées devaient alors stopper, restaurer les ressources minimales et se fatiguer à se retrancher, ce qui malheureusement laissait le temps à l'ennemi de s'organiser et de passer à une contre-offensive. Les guerres étaient longues, et les lignes de front ne cessaient d'osciller au gré des saisons. 16 décennies auparavant, nous avons décidé d'en finir. Nous avons opté pour une stratégie à long terme, après avoir fait, grâce au destin, une découverte. Le hasard d'un bateau ayant perdu sa route nous a permis de découvrir des terres presque vierges, au-delà de l'océan circulaire qui enserre les 3 continents. Ce que les anciens croyaient être le bout du monde fut rebaptisé Terra Incognita. Une première expédition révéla une terre fertile, gigantesque, grande comme un 4e continent, et dans laquelle se trouvaient des espèces faciles à soumettre ou à convertir en main-d'œuvre servile. Une voie maritime permit de relier l'ancien monde à Terra Incognita et, dans le plus grand secret, nous y établîmes une colonie. Les plus zélés de nos combattants s'y installèrent. Les populations impures de sauvages qu'ils rencontrèrent vinrent grossir nos rangs ou moururent sous nos glaives. Ils bâtirent des villes désertes en prévision de notre venue. Puis nous créâmes, en toute discrétion, une porte magique liant Europée à Terra Incognita afin de permettre le grand exode. Ce fut une difficile période. Sans être mis au courant de mes plans, nos peuples désertèrent Asia et Europée et se cachèrent en Terra Incognita. Puis j'effaçai toute trace de notre passage et détruisais le portail magique définitivement. L'ennemi, aveuglé par sa victoire non méritée, ne comprit jamais notre stratagème. Notre succès, nous le devons au dernier des anciens géants, Ymir, qui donna l'illusion de notre combativité et de notre défaite face aux armées des Tartares et à leur chef, le Magistère. Le plan était presque parfait. Beaucoup moururent égarés sur les dangereuses routes dimensionnelles. Cette magie, inspirée de celle de l'ancien peuple des nains, se révéla erratique et bien trop risquée pour être utilisée pour notre retour. Un instant, tous baissèrent la tête pour marmonner une prière, sauf Lupin. Le moment le plus difficile de notre histoire commença alors. Nous nous forçâmes à taire notre envie farouche de revanche et simulâmes notre anéantissement. Il y eut des dissensions, mais vous avez continué à m'accorder votre confiance. Pendant plus d'un siècle et demi, nous avons œuvré à bâtir une puissante armée. Nous avons proliféré en abusant des sorts de duplication et de fertilité. Nous avons rasé les forêts de Terra Incognita pour créer une flotte de vaisseaux afin de pouvoir revenir. Nous avons révisé nos stratégies. Il ne fait d'ailleurs maintenant plus de doute que les bataillons d'Angelo Kamikaze nous ont fait économiser un précieux nombre de vies lors des batailles que nous avons traversées. Les gisements de métaux affleuraient sur le nouveau continent et étaient d'une étonnante pureté. Nous n'avons eu qu'à nous baisser pour récolter les minerais. Nous avons pu fabriquer des armes de facture exceptionnelle. Enfin, grâce à un travail acharné de tous, à la magie et au génie du stratomancien, nous disposons maintenant d'une puissante avancée technico-magique. Nous posséderons d'ailleurs bientôt un des plus grands gisements stratomanciques du monde au cœur des longes marécageuses.
Entre les machines que nous avons déterrées sur Terra Incognita et ce que nous extrairons, rien ne pourra alors nous arrêter. Nous voici de retour, et bientôt maîtres chez nous, en Europe. Après viendra le tour de la libération d'Asia et de Shaham. Nous allons enfin purifier la terre des créatures inférieures. Nous allons libérer, rééduquer et remettre sur le droit chemin nos frères asservis. Nous redonnerons leur pureté aux seules races qui méritent d'exister. Il y eut des hurrahs disciplinés, presque serviles. Mais nous devons nous méfier. En 4 cycles, notre ennemi, le Magistère, peut nous avoir réservé bien des surprises. J'ai toutefois l'impression que lui et ses troupes se sont encroutés dans leur confort. Ils ne croyaient plus en notre contre-attaque. L'ennemi a déjà violé les anciens accords qui nous lient et nous empêchent tous deux de faire usage de nos sorts les plus puissants et de nos créatures les plus dangereuses. On m'a rapporté qu'une gorgone a sévi sur ses ordres pendant notre campagne d'Europe. Cela rompt mes engagements passés et nous autorise à des sorts interdits. La guerre va donc devenir plus terrible encore, car notre ennemi héréditaire a plus d'un tour dans son sac. Mais nous l'emporterons grâce aux machines sur lesquelles les lois de notre terre n'ont pas prise. Des vivats lui répondirent. En attendant ce jour, n'oublions pas que les batailles sont gagnées avant tout par la bravoure des soldats. Toutes nos armes sont impuissantes sans guerriers courageux pour les utiliser. Aujourd'hui, nous honorons l'un d'eux, un des premiers humains libérés d'Europe à s'être illustré au combat. C'est un jeune homme humble, engagé volontaire, qui officie dans l'intendance de l'armée. Ce corps indispensable qu'on oublie trop souvent de décorer, alors que sans lui, une armée ne peut pourtant se mouvoir. Il y eut un brouhaha, et des têtes se tournèrent vers Lupin. L'archange tendit la main vers lui. Lupin de la réserve. Approchez sans crainte. Lupin s'avança, intimidé. Tout le monde connaît votre récent exploit, jeune humain. À vous seul, armé d'une simple canne à pêche, vous avez vaincu un behémoth et sauvé le premier régiment de l'avant-garde. Votre acte de bravoure est inouï, étant donné les maigres capacités de votre espèce. Lupin fronça les sourcils, mais rougit en même temps. Au nom des forces de l'Élysée et de la pureté de nos races supérieures, je vous élève au rang de chevalier. La tradition veut que je remette une épée à ceux qui parviennent à ce rang. Toutefois, on m'a vanté les prodiges de votre arme atypique. Un objet surprenant et bien étrange dont les matériaux sont d'une noblesse et d'une rareté inégalables. J'ai donc demandé à mes meilleurs artisans d'améliorer votre arme. La voici désormais vôtre à nouveau. Il lui tendit sa petite canne à pêche. Lupin l'observa. Des forgerons ont adjoint une mécanique de mitril en guise d'hameçon. Vous pourrez en découvrir les effets sur des champs de bataille. Cette dernière remarque suscita l'appréhension de Lupin, qui ne s'était pas engagé pour faire la guerre et y mourir, mais pour trouver Célène. Il observa sa canne à pêche. On y avait ajouté un petit objet de forme oblongue, renfermant une mécanique très complexe, dotée de petites hélices. L'objet luisait des reflets d'un métal blanc brillant. Il avait été fixé au crâne de licorne. On distinguait par les interstices qu'il recelait une multitude de lames affûtées comme des rasoirs. À compter de ce jour, vous n'êtes plus seulement Lupin de la réserve. Vous porterez aussi le surnom de chevalier à la canne à pêche. Toute la salle se mit à applaudir. Il y eut même quelques vivats à son attention qui firent sursauter Lupin, cramoisi. Il monte son cul quand même. Hein. Ouais. En fait, on le change entre chaque chapitre de place. C'est le Ah. Loué Charlie façon techno. Trop bien. C'est méga caché là, en tout cas. Ouais, là, c'est Putain, dur. où est-il? Je sais pas si les gens vont le voir. De découvrir des terres presque verges, et simulâmes notre anéantissement. C'est ton chapitre. Nous avons divisé maintenant. Non, mince. Tu veux réécrire le livre? Non. Sursauter Lupin, cramoisi. Bon, c'était bien pour tout le monde, sauf pour Sébastien, faut que tu recommences. C'est pas possible.